Nous sommes de retour avec nos invités, Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Kosigan Koité, le président de Alliance Jeunesse et Développement. On parlait de Charles Blé Goudé qui attend toujours et qui se bat pour pouvoir revenir dans son pays, la Côte d'Ivoire. Adam Adjronou. Oui, j'ai voulu nuancer un peu le début des propos de mon co-débatteur, en disant, en réalité, je pense que la démarche de Laurent Gbagbo n'eût été le fait que nous avons ressenti que Alassane Ouattara a exprimé une sagesse allant au-delà de la sagesse d'ailleurs même, oui, assez légendaire, oui, et qui est d'ailleurs même historique pour la simple et bonne raison que lorsque nous pesons un peu disons l'ossature de ces acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui Alassane Ouattara a pris de l'ascendant sur tous. Je pense que l'attitude, comme je venais de le dire tantôt, de Laurent Gbagbo à son arrivée de la Côte d'Ivoire pouvait peut-être gratigner un peu le retour de Charles Blé Goudé, puisque c'est vrai que on peut constater que lorsque Laurent Gbagbo se trouvait hors de la frontière, hors des frontières ivoiriennes, on avait vu qu'il n'avait pas aussi une attitude assez poignante comme ce qu'il a arrivé donc en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que si on veut capitaliser sur tous ces aspects-là, puisque nous sommes sur un terrain assez hautement politique, et chacun essaie de puiser, disons, dans les stratégies de l'autre pour refaire une image naturellement, pour anticiper. C'est le jeu politique. Donc je pense que ça pouvait peut-être, puisque si nous le disons, ça pouvait affecter le retour de Charles Blé Goudé. Mais il n'en est pas un, puisque de toutes les façons, il a été accepté à pouvoir déposer son dossier. Et tirant un peu l'exemple de ceux qui l'ont eu avant lui, comme il le disait tantôt, si nous prenons le cas de Laurent Gbagbo, quand bien même qu'ils n'ont pas la même poursuite, puisque de toutes les façons, les conditions de délivrance du passeport d'un président de la République, lui ne peut pas se prévaloir de ça. Donc il a estimé que le nombre de temps que ça a pris, il est toujours dans le temps. Puisqu'il a parlé d'un mois et demi, etc. Je pense qu'il est toujours dans le délai et peut également espérer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de mutations au niveau de la vie politique en Côte d'Ivoire et je ne crois pas savoir que Charles Blé Goudé aujourd'hui peut arriver peut-être à constituer un obstacle majeur pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc tout ceci démontre et prouve à suffisance que Alassane Ouattara ne va jamais s'opposer à son retour, puisque l'homme a perdu beaucoup de plumes également. Aujourd'hui, c'est vrai, même le COJEP, lorsque nous le prenons, en termes de popularité, en termes de poids politique sur l'échiquier de la Côte d'Ivoire, il n'est pas arrivé de toutes les façons jusqu'aujourd'hui. On a l'impression que COJEP même divise le Front populaire ivoirien. Oui, non, mais attention, il n'y a pas que ces jeunes qui se réclamaient. Voilà, tout à fait. Donc de Laurent Gbagbo. Tout à fait. Donc, avait puisé d'ailleurs même dans cette popularité de Laurent Gbagbo pour faire encore le COJEP. Donc, je pense que si aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne prend pas le temps de pouvoir scruter dans ces attitudes-là, je pense que il va perdre beaucoup de popularité en faveur de Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a pas eu une situation pour réellement peser, puisque de toutes les façons, ce sont les élections qui sont aujourd'hui les baromètres pour peser le poids de chaque parti politique. Il n'en est pas encore participé. Le fait d'haranguer la foule, de les mobiliser, ne démontre pas forcément que cette population-là, cette popularité-là, vous l'avez. Donc, de toute évidence, je pense que arrivé au pays, je pense que Laurent Gbagbo a quand même intérêt à pouvoir récupérer Charles Blé Goudé pour se faire encore une véritable ossature, sans quoi il a divisé le FPI, son nouveau parti politique risque véritablement de tirer le diable par la queue avec les échéances à venir, sans quoi, parce que lorsque vous prenez un parti politique qui est aujourd'hui éclaboussé, même si sa dame Simone et Yves Gbagbo, voilà, Yves Gbagbo ne s'est pas aujourd'hui démarqué de cette position-là, de toute évidence. Ce qui ressort aujourd'hui, voilà, puisque je lisais quelque part, il lui refusait un poste que la dame, le poste de pense que la dame voulait. Déjà, vous constatez que l'homme, c'est un jusqu'au boutiste, il tient toujours, c'est quelqu'un qui n'est pas tolérant ou qui n'arrive pas à exprimer cette tolérance vis-à-vis de ses compatriotes qui ont eu, ou de ces acteurs politiques qui ont eu quand même à avoir
quelques défaillances. Puisque vous prenez tous les partis politiques, moi je prends toujours l'exemple sur un certain de nos partis politiques au Togo. Si vous n'arrivez pas véritablement à pouvoir peut-être éteindre les brèches au sein de votre formation politique et à laisser les gens s'éparpiller, ils partent quand même avec un potentiel fort de personnalité. Puisque c'est Laurent Simone Gbagbo n'est pas n'importe qui. Pas du tout. C'est quelqu'un qui pèse Il a lourd. confondé ce parti Tout avec à Laurent fait. Gbagbo. Au-delà de ça, lors de leur magistère, c'est quelqu'un qui avait également derrière sa ligne. Donc tout ceci, je pense que Laurent Gbagbo, comme moi j'ai l'habitude de le dire, la politique aujourd'hui est une science. Et lorsque vous ne prenez pas les moyens pour réellement étudier cette science-là à fond, vous risquez de prendre certaines décisions qui risquent de vous être défavorables, voire même suicidaires à l'avenir. Et je pense que cette pente-là est véritablement collée à Laurent Gbagbo, qui est sur une plante véritablement glissante s'il ne prend pas le temps de pouvoir peut-être racoler les brèches. Il y a eu un prisme également à étudier. Charles Blegoudé, comme Laurent Gbagbo d'ailleurs, a 20 ans de prison au pays, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'Ossigan Akoité, que le président Ouattara va fermer les yeux sur cela, comme il le fait, hein, en silence, si on peut le dire, pour Laurent Gbagbo? Le président Alassane Ouattara, il a démontré dans beaucoup d'actions qu'il a menées en Côte d'Ivoire, il a surpris toute l'Afrique dans le bon sens par sa disponibilité à accueillir Laurent Gbagbo. Il a accepté qu'il revienne en Côte d'Ivoire. C'est une première. Puisqu'il est encore au pouvoir. C'est une bonne dose d'humilité, de sagesse. Et je parie que Laurent Gbagbo à sa place n'accepterait jamais de faire ce qu'il a fait. Même s'il a fait beaucoup de choses, historiquement, il a fait beaucoup de choses. Pour permettre à ce qu'Alassane Ouattara soit ce qu'il soit aujourd'hui. C'est suite à des négociations très poussées. C'est des négociations sous l'égide de l'ONU, de l'OUA, de la CEDEAO. Oui. Mais pour cette fois-ci, c'est volontairement que Ouattara, le président Ouattara a demandé, a accepté que Laurent Gbagbo rentre chez lui avec toutes les conditions, avec des conditions d'accompagnement dignes d'un ex-président. Voilà. C'est très bien. Avec ça, si Laurent Gbagbo, jusqu'alors, n'a pas été rattrapé, n'a pas d'ennui judiciaire en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a déjà l'amnistie qui ne dit pas son nom, qui se dresse sur son chemin. Et sagement, ça va se faire. Et pour Charles Blegoudé, parce que si pour les mêmes faits, la CPI les a libérés, je crois qu'on va leur tenir rigueur en Côte d'Ivoire. Et cela participe aussi à la réconciliation, tant prônée par le président Alassane Ouattara. C'est sûr que le président Ouattara ne va pas brandir cela. Et pour rebondir un peu sur ce que a dit mon confrère, Alassane Ouattara n'est plus dans cette dynamique de guéguerre. Voilà. Donc c'est dans l'apaisement total, tout ça rentre. Et donc je crois que les deux acteurs aussi ont l'obligation d'aider le président Ouattara à pacifier la Côte d'Ivoire pour que la tâche qui est plus importante, le développement, puisse vraiment être une réalité et puisse profiter surtout à la base. Puisque, n'oubliez pas, les 10 années de Laurent Gbagbo ont été concentrées sur une partie de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire plus le sud. Mais le Nord a été épargné par sa gouvernance. C'est le président Ouattara. Parce que le pays est divisé. Voilà. Mais le président Ouattara a réussi une chose, à pacifier tout le pays. Et donc, que les combats politiques se fassent par des débats d'idées. Et plus jamais les troubles à l'ordre public pour en venir encore aux armes. Non. On n'en a pas besoin. C'est ce qui motive d'ailleurs même le fait qu'aujourd'hui, je pense que Alassane Ouattara est dans une logique. Et cette logique, on dit également que Soro Guillaume et le président Ouattara vont peut-être se rencontrer et parler. Oui, c'est en cela d'ailleurs même que je disais, j'allais dire que c'est trop facile de dire que cela était venu d'un coup de baguette magique que Alassane Ouattara puisse prendre dans cette décision. C'est vrai que la crise en son temps était à son paroxysme, il était difficile qu'on puisse donc mener des négociations de couloir loin des regards. Or aujourd'hui, je pense que loin des regards, il y a eu quand même des négociations qui avaient été faites. Mais lorsque nous prenons même en son temps, lorsque Alassane Ouattara envoyait Laurent Gbagbo à la haie,
il y a pas mal de chefs d'État africains, surtout sous-régionaux, qui s'étaient opposés. Et je pense que cette reproche-là, je pense qu'il a pris. Et à son instant, vous allez constater que d'ailleurs, même pour plusieurs crises également dans la sous-région, aucun chef d'État, aucun pays n'a accepté encore d'envoyer un chef d'État ou quelqu'un qui était peut-être inquiété par des situations de crise, de crimes de guerre, etc., envoyé à la CPI. Je pense que c'est à mettre à l'actif de cette concordante d'idées que tous les chefs de l'État, en son temps, avaient sur rapatriement de leurs compatriotes à la haie. Mais au même moment, je pense que beaucoup de chefs d'État aussi sont impliqués, que ce soit des chefs d'État actuels ou anciens, sont impliqués pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître aujourd'hui l'élan qu'il a actuellement. Et je pense que dans cette dynamique-là, et Alassane Ouattara, mais étant quand même quelqu'un qui veut aussi avoir sa marque dans la sous-région, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui pacifie, qui essaie de réunir de part et d'autre. Donc, imprimant cette marque-là, il ne voulait pas. Forcément parler, voilà, mais tout à on fait. sait qu'il est au front. Tout à fait. Donc, on ne voulait pas, on ne veut pas, il ne va pas vouloir qu'on lui imprime encore des marques de division au sein de son camp. Donc, c'est ce qui fait que lui-même, il met d'abord, disons, quelque part la charrue devant le bœuf avant même qu'on le lui réclame, essaie de balayer là-bas pour faire en sorte que les gens puissent rentrer aisément et faire la politique. Mais il aimerait quand même que les gens s'accordent avec son idéologie en faisant encore que les hauts tenants de la politique ivoirienne puissent libérer le plancher pour une nouvelle génération. Oui, vous savez, le président Ouattara n'est pas n'importe qui. Pour avoir été le numéro 2 du FMI, ce n'est pas n'importe qui occupe ce poste-là. C'est un fin stratège, tant dans le domaine financier, économique que la politique. C'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup la politique africaine pour avoir aidé beaucoup de pays africains quand il était au FMI. Donc il connaît beaucoup de dirigeants, il connaît la quintessence de la politique africaine. Donc je crois qu'il est en train d'imprimer une nouvelle marque de la gestion du pays. Et je m'en tiens à une de ces déclarations qui leur a sonné pour qu'on passe la main à la jeunesse. Pour que je voudrais l'encourager que cette passation de main-là puisse être effective et que cela continue, comme ça se fait dans notre pays déjà. Et il a posé une condition, excusez peut-être le pléonasme, à condition que les deux autres également, on espère qu'en 2025... Ils seront forcés à le faire. Va pouvoir choisir. Vous savez, ils seront forcés à le faire. Si le président Ouattara passe réellement la main cette fois-ci, ils seront forcés à le faire, sinon la jeunesse ira de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu, les jeunes ont plus de facilité à travailler avec celui qui est dans la moyenne d'âge avec eux qu'un papa. Donc forcément, la main va se passer. Il suffirait qu'il imprime cette dynamique-là à sa formation politique d'abord dans sa maison, et les autres vont copier. Et on a vu Gon Coulibaly qui n'est plus, Ahmed Bakayoko qui était pressenti pour le remplacer, n'est plus. Vous voyez qui? Kandia Kamara, Adama Bitogo. Non, de toute évidence, vous savez, Alassane Ouattara n'occulte aucune ressource en ce qui concerne les ressources qui peut donc faire régenter le parti politique, le RHDP. Il y en a assez. Et je pense Patrick. Oui, beaucoup. Et à demi-mot, il a dit. Et ça, ce qui est partagé aujourd'hui, c'est que les autres acteurs également partagent cette idéologie qui veut imprimer à la Côte d'Ivoire. On ne le sent pas assez, mais je pense que en son temps, il avait prononcé à condition que voilà, les autres également puissent suivre la ligne. Mais je pense que ça, on le met sous la corde d'un discours politique qui, avec l'ère du temps, ne serait plus d'actualité, puisque lui-même également a parlé d'usure du pouvoir, etc. Beaucoup de motivation lorsque vous lisez surtout les interviews qu'il a accordées, lorsqu'il parlait de ça, et je pense que c'est quelqu'un qui a cette volonté-là de pouvoir véritablement donc céder la main. Mais ce qui le porte à cœur, c'est que tous ces acteurs-là qui ont conduit la Côte d'Ivoire à connaître les difficultés puissent quand même s'accorder dans cette ligne-là. Et je pense que cela peut faire tâche d'huile et peut-être être un exemple pour pas mal de pays africains à pouvoir adopter cette ligne-là. Et donc c'est ce que nous souhaitons vivement de tous nos voeux que cela arrive. Alors, on termine par le Togo. Le ministre de l'Éducation nationale dénonce de nouveaux faux frais dans les écoles privées. Adam Adjronou, faux frais là, c'est quoi précisément? Non, c'est beaucoup de choses. Vous savez, depuis l'avènement, le magistère du professeur Kokoroko à la tête de l'éducation, pris dans sa globalité, et je pense que lorsque nous parlons de l'éducation,
Nous allons aussi le citer en ce qui concerne l'enseignement supérieur, puisque tenant également les rênes de l'université. Vous savez, toutes ces décisions-là, je pense que pour toute analyste, ce sont des vices qui existaient il y a très longtemps. Et qu'aucun ministre n'a eu le courage de pouvoir dénoncer. Et d'avoir, disons, cet assentiment politique d'accompagnement pour véritablement les acter. D'abord, il est arrivé dès les premières heures de son magistère à la tête de ce ministère. Vous avez dû constater qu'il y avait des gens qui étaient déjà à la retraite et qui refusaient de partir de leur fosse. À cause de quoi? Puisque s'il n'y avait pas d'autres intérêts, je ne vois pas en quoi vous êtes à la retraite et que vous refusez de partir à la retraite. Puisque d'abord, au haut sommet, le salaire d'hier peut vous vider de votre pension. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il y a intérêt. Donc ces intérêts-là sont liés à ces questions de faux frais. Et partant du fait qu'il a eu, disons, ce courage-là de faire débusquer un certain nombre de personnes, même si ce n'est pas totalement, s'il y en a qui sont toujours restés. Mais je pense qu'à l'avenir, il réussira à les faire partie. Secondo, il est arrivé à pouvoir assainir, disons, les finances de ces inspections, de ces établissements-là. Puis on savait que, d'abord, les chefs d'établissement étaient eux-mêmes les comptables de ces établissements-là. C'est à eux qu'on payait, c'est eux qui arrivaient à gérer tout ce qu'il y avait. Donc, il n'y avait pas véritablement une gestion saine. Donc, ils étaient, lorsque vous êtes le comptable, vous êtes l'ordonnancier, vous êtes tout, ça voudrait dire tout également. Donc, tout vous est permis. Il est arrivé à imposer cette rigueur-là, à dissocier les chefs d'établissement des comptables ou de la gestion financière. Et justement, après ça, je pense que les exemples tirés par rapport à ça lui ont permis de pouvoir imposer un certain nombre de choses qui faisaient en sorte que ces caisses-là étaient alimentées par ces faux frais dont il appelle. Et ça, je pense que nous sommes dans un moment où la crise économique liée à cette crise sanitaire-là n'a pas fini de dicter sans loi. Et je pense que tout ce qui doit affecter la poche des parents doit être combattu avec rigueur. Et de ce qui est en train de faire. Puisque les parents, c'est vrai, lorsque vous avez votre enfant à la maison, lorsque ils finissent le coup d'abord, mercredi soir, on vous impose encore d'autres frais à pouvoir débourser au moment de cette crise-là. Je pense que ça fait mal. Et quelquefois, c'est presque les leçons qui sont faites, hein, les mercredis soirs et autres là. Ceux qui vont à ces cours ont plus de maîtrise, tout à fait, la résolution des problèmes et autres à tous les niveaux. Oui, mais ça également, il faut avoir un mouvement par rapport à ça, puisque lorsque vous refusez d'aller à ces cours-là, c'est ce que l'enseignant va demander. C'est dans ce que je dis. Voilà, toute l'histoire est là pour le démontrer. Hein. Moi, je connais pas mal d'exemples, même au sein de ma famille, j'ai un grand frère d'ailleurs, même lorsque j'analyse, vous voyez clairement, puisqu'il a eu à prendre les enseignants de notre fille comme répétiteur. Et là, lorsque vous voyez les résultats, c'était vraiment extraordinaire. Maintenant, au BPC, non seulement elle n'était pas à la première place, il y en a qui étaient donc à la première place, mais elle a eu à partager sa position avec plusieurs. Donc, voyez-vous, la déduction est vite faite. Ça voudrait dire quelque part que c'est ce qu'on demande le lendemain, qu'on propose à la fille, et ça fait facile à faire. Ça ne donne pas l'envie de recherche. Et là, c'est difficile de pouvoir mesurer les compétences de l'enfant. Donc, tout ceci aujourd'hui, je pense que c'est pour cela d'ailleurs même que beaucoup de parents partagent l'avis du professeur, et c'est vrai que cela crée quelques critiques au sein de la population, mais ça va de soi. De toutes les façons, en termes d'effectifs, lorsque vous prenez les enseignants, c'est l'effectif le plus grand au niveau même des employés de l'État. Il va de soi qu'ils puissent peut-être être mécontents. Mais surtout également, prenez le fait que lorsque vous avez des habitudes qui sont ancrées des années durant, il est très difficile de pouvoir, par décret, pouvoir le faire partie. Voici à côté des réformes en profondeur, mais on a l'impression que c'est trop de réformes. Oui, le ministre Kokoroko est audacieux. Il fait de bonnes choses et on ne peut pas reprocher à celui qui est en train de faire des omelettes de casser des œufs. Il va faire des écueils, mais je crois que tout ça, c'est positif. Seulement qu'il faudrait bien mûrir certaines actions. Je ne refuse pas. On peut encore encourager cette répétition-là, mais pourquoi ne pas proposer à l'État d'avoir un prime, de dédier des primes pour les enseignants pour ça.
Je crois que sous d'autres cieux, c'est fait. On peut aussi le faire. On a l'impression que c'est la mauvaise condition qui conduit les enseignants à tout ça. Donc, on peut dédier des primes qui obligent tous les enseignants à faire des répétitions pour les élèves une fois ou 2 fois par semaine. Et comme ça, ce n'est plus quelque chose de faux frais. Ça vient de l'État, tout le monde. Ce sera même exigeant que tous les enseignants alors fassent des répétitions et ça permettra aux élèves de bien suivre les cours. Ça fait un. Mais je crois que dans les réformes, les inspections sont dénaturées. Il n'y a plus une organisation sereine au niveau des inspections pédagogiques. Il manque de tout. Je connais quelques exemples. J'ai eu même à donner des paquets de tôles pour qu'on puisse refaire les toits d'une inspection il y a 2 ou 3 ans. Chez moi, dans ma préfecture, et donc je dis, il faudrait qu'on trouve des moyens, ne serait-ce que, par exemple, nos inspections nos inspecteurs pédagogiques n'ont plus de véhicules de fonction. D'autres utilisent leur propre véhicule. Tel qu'on l'a fait pour les préfets, il faudrait qu'on pense aussi à eux. Puisque c'est avec ces moyens roulants, ils peuvent aller dans les établissements, contrôler les enseignants. Par le passé, ça se faisait. Vous voulez dire qu'avant de sévir, il faut voir. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les conditions. Ça, c'est important. Voilà. Et si refont cela. Ensuite, il y a un autre truc. On dit gratuité de l'école publique. Mais au fait, il n'y a pas de gratuité puisque les conseils de parents d'élèves imposent à chaque élève d'amener de l'argent. Donc, il n'y a plus de gratuité. Depuis que la gratuité a été décrétée au niveau du cours primaire, on dit association des parents d'élèves qui demande qu'on amène 2000, qu'on amène 3000. On trouve d'autres canevas pour toujours prendre de l'argent. Voilà, donc moi je dis il n'y a plus de gratuité. S'il y a vraiment gratuité, que l'État alors laisse une subvention devant couvrir ses frais de roulement pour les établissements. C'est aussi important parce que pour moi, il faut d'abord mettre les moyens et l'encadrer. Maintenant, quand il n'y a pas de moyens, on ne peut pas toujours priver le ventre vide de manger. C'est aussi ça. C'est vrai que les conditions sociales des enseignants a été revue depuis la prise du pouvoir du président Faure. Il faut aussi le dire, hein, leurs conditions, leurs traitements salariaux ont été revus à la hausse. Le candidat togolais n'est plus l'enseignant d'avant. Ils ont une condition de vie ou un traitement salarial. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire, vous voulez dire. Mais les inspections sont délaissées. Il faut qu'on voie les conditions de travail des inspections. Oui, c'est ce que moi je voudrais dire. Vous permettez, je sais que sur cet aspect-là, il y a beaucoup dans les planifications politiques de l'enseignement. Je pense que ces sujets-là sont à l'ordre du jour. Et il a toujours dit. Et je pense qu'au regard du délabrement de la déliquescence au niveau de ces inspections, etc., il y avait d'abord une question d'effectif qui se posait. Et je pense qu'il y a eu un recrutement tout récemment qu'il a imposé et qui va permettre de pallier à ce manque-là. Mais également au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des infrastructures, des écoles, des inspections, et parlant donc du matériel roulant, ça également, c'est en cours. Mais au même moment, je pense que parlant donc de ces frais parallèles-là que les gens payent, je pense que ça faisait partie de l'une des premières décisions qu'il avait prises. Il dit dans un pays, on ne peut pas au même moment avoir 2 volontariats. Ce n'est pas possible, puisque nous avons une agence dédiée au volontariat et qui fait énormément pour les établissements. Et il a imposé, et il a dit clairement qu'au niveau de ce volontariat, que les gens fassent recours en faisant en sorte que l'inspection et par ricochet le ministère ait les besoins des établissements. Et justement, c'est le fait que les gens savaient qu'ils bouffaient sur les faux frais, qu'on refusait de remonter jusqu'à l'inspection ces faux frais-là, et qu'on disait aux parents d'élèves que voilà, au regard du fait que nous avons telle chose dont nous imposons, disons, ces cotisations parallèles-là, normalement, c'est fini. Déjà, c'est fini. Puisque le volontariat, lorsque vous les affectez, je pense que déjà même, ce n'est pas bien payé, mais c'est quand même encourageant. Ils sont... Pour la plupart du temps, c'est 60 000 francs et c'est 20 000 francs qui revient à la charge de l'établissement à compléter. Ce sont des efforts, c'est comme ça que c'est fait. Et chaque année, la NVT, au regard des besoins qu'on lui envoie, essaie quand même de mettre à la disposition des établissements, des enseignants volontaires pour leur donner une première facette d'expérience à ces jeunes-là. Et arriver, c'est qu'il y a des jeunes qui sont aguerris à pouvoir prendre le relais, puisqu'ils ont d'abord formé au niveau des établissements
privés. Et n'oubliez pas également, lorsqu'ils prennent cette disposition, moi je sais, lorsque vous prenez les enseignes, les établissements privés, on essaie des fois même de dire, au regard des contrats qu'on signe, à certains enseignants, dire que voilà, vous pouvez les compléter avec ces cours à répétition. Donc lui veut arriver à un point donné. Faire en sorte que, lorsque vous allez, on veut vous signer des contrats, qu'on signe un contrat en bonne et due forme, qu'on ne tienne pas compte de ces trucs-là, où vous n'êtes pas sûr de pouvoir peut-être rassembler. Puisque de toutes les façons, il y a des parents qui sont catégoriques, hein, ils n'envoient jamais leur enfant à ces cours de répétition. Puisque, quelque part, pédagogiquement, les enfants ont besoin de ce repos-là. Ce n'est pas pour rien qu'on a instauré le mercredi soir comme moment de repos. C'est justement pour permettre à l'enfant de pouvoir... Non seulement se reposer, mais revoir aussi. Revoir ce qu'on a fait dans 3 jours. Pour les parents nantis, puisque de toutes les façons, là, il ne peut pas prendre une décision de refuser à un parent qui sait que l'enfant a des lacunes de pouvoir peut-être engager un enseignant pour lui relever le niveau. Ça existe. Maintenant, en faire une imposition pour que les parents ne sont pas logés dans le même enseignement, il n'y a pas des parents qui ont des moyens. C'est ce qu'ils refusent. Donc, lui veut arriver à un point, mais malheureusement, avec cette gratuité où il y a eu une décision, je pense qui est récente, qui fait en sorte que je pense que l'autorité a senti qu'il y aura véritablement des effectifs pléthoriques, puisqu'il y a des parents, ce n'est pas pour volonté d'amener les enfants dans les établissements privés parce qu'ils ont de l'argent. C'est dû, quelquefois, à la distance qui sépare l'établissement public à son domicile, qui sont contraints de pouvoir les placer dans les établissements privés. Maintenant que c'est gratuit, on peut peut-être faire des calculs disant que voilà, je peux déposer ceci pour le déplacement, mais ça, c'est toujours bénéfique pour nous. Est-ce que c'est privé? Est-ce que le même... Moi, j'en viens maintenant pour dire, si l'État n'a pas aujourd'hui la possibilité de forcer ou d'harmoniser les prix au niveau du privé, cela dépend en fait du fait que l'État n'a pas plus le moyen aussi d'accompagner ces établissements privés-là. Donc, il lui est difficile de pouvoir leur imposer. Mais quelque part, ce que nous demandons, c'est d'harmoniser les prix au niveau de ces établissements privés-là pour ne pas créer de déséquilibre et pour permettre à ces parents qui sont loin de ces établissements publics-là de pouvoir avoir la souplesse des réformes sont importantes, mais l'harmonisation est également importante. L'harmonisation est importante, mais je reviens toujours sur la gratuité. Pour moi, quand il y a gratuité, il faudrait que la gratuité soit totale et effective. Oui. Mais quand on décrète la gratuité et que des paiements se fassent dans les établissements parallèles. Oui. Donc je l'ai dit parce que ça faisait partie de l'une de ses premières décisions. Je pense qu'il y en a certains qui ont continué, qui ont été sanctionnés également. Mais ça continue toujours. Il faudrait qu'il y ait une structure qui veille au respect de ces réformes-là. Parce que vous savez, même parfois, les enfants sont chassés de l'école à cause de ça. Parce qu'on n'a pas dormi des 2000 ou les 3000. Alors que cette cotisation parallèle soit totalement, s'arrête totalement. Ça fait un. Mais deux, que le gouvernement puisse donner une subvention qui puisse être mise à la disposition de ces différents établissements scolaires. Les fonctionnements ont toujours existé. Mais je crois que c'est peu. Ça ne coûte pas toute l'année. De toutes les façons, ce que l'État engage pour les établissements ne peut jamais... Nous avons encore 2 minutes. Mais il faudrait que des moyens suffisants soient mis à la disposition des établissements scolaires, comme par le passé, pour subvenir aux besoins. Tout au long de l'année. Oui, c'est ce que le ministre dit. Il dit les besoins des établissements. C'est justement parce que je l'ai dit, je le répète. On va les recenser. De les recenser, de les envoyer aux inspecteurs. Aujourd'hui, n'oubliez pas, aujourd'hui, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils font leur travail. Et n'oubliez pas, cette défiance-là sont toujours envoyées au ministère. Ce n'est pas le biais de qui, c'est justement parce qu'on a mis tout le monde à sa place et que tout le monde travaille, que le ministre a les retours sur les déviances qui se font au niveau de ces établissements-là. Donc, il appartient à ces chefs d'établissement-là de recenser les besoins qu'ils ont, de les envoyer. Et par rapport à ça, on sait pertinemment que de toutes les façons, les besoins, ça ne suffira jamais. Mais l'État fera en sorte de pouvoir le faire. Mais étant donné que c'est l'État, ce sont des structures étatiques, je pense que les chefs d'établissement ne vont pas s'approprier le fait que les besoins qui sont là, de les approprier et d'imposer ce qu'il ne faut pas imposer. Il est souhaitable aussi que le ministre puisse régler enfin le problème des EV, qui ont été sur le terrain de plus de 5 ans, 10 ans. Mais c'est ce qu'il a dit, on ne peut pas avoir de volontariat. Non, je ne refuse pas. Qu'il n'y ait plus de rentrée.
Mais ceux qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui ont fait des sacrifices conséquents sur 5 ans ou 10 ans, qui est quelque chose qui soit... Il a dit clairement qu'il y a un effectif qui leur est réservé spécialement au niveau des concours. Et il a été clair là-dessus. C'est justement même ce même corps a toujours dit que ces effectifs qui leur est réservé dans les différents concours ne leur sont jamais alloués. Que pour cette fois-ci, ça leur soit alloué. Ça dépend aussi du fait qu'il y a certains établissements aussi, lorsqu'il y a de ces concours-là, envoient des gens qui ne sont pas réellement de ces EV-là. Et je pense qu'il y avait eu un communiqué qui était sorti là-dedans. Il dit véritablement, on va veiller à ce que ce soit les vrais acteurs qui sont sur le terrain, qui sont donc dans cette proportion-là. Merci infini à vous, Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à vous, le président de l'AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Allez, on se retrouve donc la prochaine fois. Excellente suite de nos programmes.